Oui. Bienvenue dans ce live en direct avec moi. Je vous avais promis de faire un live tous les mercredis. Alors la semaine dernière, j'ai pas pu le faire parce que vous connaissez les aléas de la parentalité. J'avais un enfant malade, il fallait que j'avais un rendez-vous chez le médecin, donc j'ai pas pu le faire. Et je vous ai promis de le faire. Alors je vérifie juste sur mon téléphone que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, normalement, vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Alors, je ne sais pas si vous allez me rejoindre aujourd'hui. C'est vrai que je fais un petit peu, voilà, j'ai promis d'en faire tous les mercredis. Il y a des aléas, donc c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de m'y tenir quand même au maximum, de faire un petit live du mercredi en direct. Alors, je vous avais promis de vous faire un petit peu un retour de ma conférence, puisque la semaine dernière, j'ai animé une conférence en ligne, non, une conférence en direct, pardon, en physique en fait, en présentiel, dans un centre socioculturel sur la confiance en soi. Alors, du coup, c'était hyper intéressant. Tout le monde a beaucoup apprécié et c'est vrai que c'est un sujet, la confiance en soi, qui est un sujet énorme, très large, hein, dont on parle beaucoup. C'est presque un sujet tarte à la crème, j'ai envie de dire. Je manque de confiance en moi. On dit un petit peu ça à tort et à travers pour expliquer beaucoup de nos difficultés. Et puis finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on met dans la confiance en soi réellement, hein. Euh, un petit bébé, un tout petit bébé, il va dans les bras de n'importe qui. Et puis vers 8-9 mois, vous avez remarqué, c'est plus du tout pareil, hein. Il va plus du tout dans les bras de n'importe qui. Il ne fait plus confiance qu'en papa et en maman et dans les personnes qu'il voit quotidiennement. On dit qu'il méconnaît, on dit que c'est la période de la séparation, à l'angoisse de séparation. Mais c'est surtout aussi que c'est son cerveau qui se développe et du coup qui fait qu'il différencie de mieux en mieux euh, les personnes. Il différencie de mieux en mieux qui est devant lui et du coup, il se rend compte qu'il ne peut pas faire confiance à n'importe qui, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc c'est plutôt un signe d'intelligence en fait de se méfier. Et nous, dans nos stéréotypes imaginaires et sociaux, on imagine toujours que quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui va facilement vers les autres, qui est hyper à l'aise en public, qui n'a pas de problème à prendre la parole, qui regarde droit dans les yeux, qui est sûr de ses opinions, qui ne se laisse pas démonter. Enfin voilà, c'est vraiment ça qu'on imagine être la confiance en soi. Et est-ce que c'est vraiment ça, la confiance en soi? Parce que du coup, je reprends toujours mon exemple de mon petit, hein, quand il grandit, hein, vers 3-4 ans, eh quand je rencontre ma voisine, par exemple, hein, ma voisine Lucette, hein, qui ne voit pas très souvent, eh il va pas forcément aller vers elle. Il va plutôt avoir tendance à se cacher derrière moi et puis comme ça. Et puis bien sûr, ma voisine Lucette, alors c'est un nom imaginaire, hein, je ne connais pas de voisine Lucette, hein, c'est juste un exemple. Euh, Elle va lui dire, alors, t'es timide? Et alors oui, peut-être que cette étiquette de timide va participer à son manque de confiance en lui, mais non, c'est pas qu'il est timide en réalité, hein, c'est qu'il a vraiment besoin de temps. Et très souvent, quand on laisse le temps à l'enfant d'observer, hein, de se faire son projet dans sa tête, de se dire, c'est qui celle-là? Est-ce qu'elle a l'air sympa ou pas sympa? Comment est-ce que je peux entrer en contact avec elle, etc. Si on lui laisse le temps, il va aller finalement vers cette personne, il va faire un sourire, ou il va dire, viens, je vais te montrer ma chambre, ou il va lui donner un dessin, ou c'est très fréquent que ça se passe comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, parents, souvent, on est gênés, hein, de voir nos enfants se cacher derrière nous, ne pas dire bonjour. On aimerait bien que notre enfant, mon enfant, dise bonjour à la voisine Lucette, ça se fait pas. Et à la fois, c'est vraiment un signe d'intelligence que de se méfier des autres et de prendre le temps d'observer. Donc, c'est pas vraiment un signe de timidité ni de manque de confiance en soi de ne pas aller forcément facilement vers les autres.
Donc, ce terme de confiance en soi, en fait, c'est un terme, c'est un mot valise dans lequel on met plein de choses, dans lequel on peut mettre la réussite professionnelle, la réussite personnelle, la réussite sociale, le fait d'être à l'aise en public, le fait de ne pas se laisser faire, de pouvoir se défendre, on met plein de choses dans la confiance en soi et on ne sait pas vraiment ce que c'est que la confiance en soi. Et c'est un peu dommage parce que finalement, en mettant ce mot un peu trop facilement, on a tendance à se bloquer. Alors moi, je prends l'exemple, par exemple, de moi quand j'étais jeune, quand j'étais petite et ado. J'avais toujours du mal pendant mes examens, je stressais énormément, j'avais vraiment le cerveau blanc. Et j'arrivais à rien faire, soit j'arrivais à rien faire, soit j'arrivais pas à terminer parce que j'arrivais pas à réfléchir. Et on me disait, bah, c'est normal, tu manques de confiance en toi. Alors, bah, voilà, je manque de confiance en moi, ça, comme si ça expliquait tout et ça permettait pas, du coup, d'aller au-delà et de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment derrière et de trouver des solutions adéquates. C'est comme une personne qui rate son permis 5 fois et qui dit, bah, c'est parce que je manque de confiance en moi. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière réellement? Du coup, on dit je manque de confiance en moi et puis bah, je ne vais pas essayer d'aller chercher plus loin, je manque de confiance, ça me bloque, donc j'arrête parce que je manque de confiance en moi, c'est raté, quoi, c'est foutu. Donc non, bien sûr, il y a toujours quelque chose qui explique derrière et qui permet, si on trouve vraiment d'où vient le problème, on va trouver la solution adéquate. Alors du coup, et la transition naturelle, c'est qu'est-ce que c'est que la confiance en soi finalement? Eh bien, figurez-vous que ça n'existe pas. En tout cas, il n'y a pas une confiance en soi comme nous, on l'utilise souvent dans notre langage quotidien, mais il y en a 4 des confiances. Il y en a 4 qu'on construit tout au long de notre enfance, qu'on construit dans les premières années de notre enfance, mais bien sûr qu'on continue à développer tout au long de notre vie, bien évidemment, heureusement, parce que sinon, on pourrait se dire, bon, 6 ans est passé, c'est foutu, j'ai pas confiance en moi. Non, bien sûr que c'est une confiance, ce sont des confiances qu'on continue à développer, qu'on peut réparer, qu'on peut reconstruire et qu'on peut développer tout au long de notre vie. Alors, ces 4 confiances, c'est quoi? C'est la première, c'est la confiance de base que l'enfant construit dans sa première année de vie, qu'on appelle aussi sécurité intérieure. La deuxième, c'est la confiance en sa personne propre, que l'enfant bâtit entre 18 mois et 3 ans. La troisième, c'est la confiance en ses compétences, que l'enfant construit entre 2 et 4 ans. Et ce n'est pas linéaire, ce n'est pas des marches, parfois ça se chevauche bien sûr, et la confiance relationnelle que l'enfant construit entre 4 et 6 ans. Alors encore une fois, je dis construit, donc on peut aider l'enfant et quand on sait ça, on peut aider l'enfant à construire dès son plus jeune âge ces confiances-là, ce qui va l'aider bien naturellement à toute sa vie. Mais si on a raté quelque chose, si on a raté le coche, on peut aussi l'aider plus tard à la développer, bien évidemment. Alors, en quoi consistent ces 4 confiances? Alors, je ne vais pas vous refaire toute la conférence parce que ça serait un peu long, c'était une conférence de 2 heures, mais je vais vous faire un petit résumé. Donc, la confiance de base, c'est ce que construit le bébé dans sa première année de vie. C'est un bébé ne sait pas se débrouiller tout seul, il a besoin des adultes pour survivre. Donc, à chaque fois qu'il a un besoin, qu'il a faim, qu'il a froid, qu'il a chaud, qu'il a soif, qu'il n'est pas bien, qu'il a mal au ventre, voilà, il appelle. Il appelle son parent. Et si son parent répond à ses besoins de manière fiable et adaptée, alors l'enfant va commencer à construire sa confiance de base, sa sécurité intérieure. D'accord? La sécurité intérieure, c'est ce qui fait que quand on est tout seul, nous, on se sent bien. Quand on est tout seul avec nous-mêmes, on n'a pas besoin d'aller allumer un téléphone, la télé, avoir du son, lire un bouquin, appeler quelqu'un. On se sent bien avec soi-même, d'accord? On se sent bien même à l'intérieur de soi-même. Donc ça, c'est vraiment, quand on est comme ça, c'est qu'on a une bonne sécurité intérieure. Quand on n'a pas une bonne sécurité intérieure, on va avoir tendance à avoir toujours besoin
des autres pour remplir le vide, ou d'un objet transitionnel, comme ce qui crée des addictions, comme la cigarette, l'alcool, les écrans, le travail, etc. Donc, comment développer la sécurité intérieure de votre enfant? Du coup, tout simplement en faisant ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire vraiment répondre à ses besoins de manière fiable, régulière et adaptée. Alors, c'est l'attachement, tout simplement. Alors, bien sûr, on dit qu'il ne faut pas laisser pleurer un bébé, c'est vrai. Il y a des observations qui ont montré qu'un bébé, quand on le laisse pleurer plus de 8 minutes, il est dans une détresse vraiment importante, qu'il sécrète beaucoup de cortisol et que le cortisol est mauvais pour son cerveau, mais ce n'est pas parce qu'on l'a laissé pleurer 1 ou 2 fois que ça va abîmer son cerveau. Donc, relativisons aussi. Voilà, quand on dit que ça abîme son cerveau, c'est quand c'est fait de manière régulière, en fait, bien sûr. Il peut aussi y avoir des ruptures d'attachement dans la vie de l'enfant. Il peut y avoir un enfant qui est malade à la naissance, par exemple, ou dans sa première année de vie, qui est hospitalisé, séparé de ses parents. Il peut y avoir une maman qui peut faire une maladie, qui peut avoir une maladie ou faire une dépression postpartum, par exemple, et donc ça peut créer des ruptures d'attachement. Et ça arrive, il ne faut pas s'en vouloir pour ça, ça arrive et ça se répare. OK? Donc, ça se répare, ça se restaure en ayant des moments, le plus de moments câlins. Ça passe beaucoup par le corps puisque le bébé a besoin d'être porté, a besoin de sentir des câlins, a besoin de voir des regards tendres, des interactions tendres. Donc, vous pouvez le faire pour restaurer cette confiance de base. Deuxième confiance, c'est la confiance en sa personne propre. Alors, la confiance en sa personne propre, ça apparaît vers 18 mois et c'est la période où le bébé dit, qu'est-ce que le bébé dit le plus à cet âge-là, entre 18 mois et 2 ans? C'est non. Donc, c'est ce qu'on appelle la contre-dépendance. Alors, l'enfant, après la période de fusion, où il se sentait le prolongement de sa mère et même de son environnement, et le bébé, son cerveau se développe, il a besoin de se séparer, d'accord? Il a besoin d'être une personne à part entière, donc il va se construire en contre. C'est ce qu'on appelle la contre-dépendance. Donc, c'est normal qu'à cet âge-là, il dise tout le temps non, qu'il ait tendance à s'opposer. C'est l'âge aussi où il fait plus de colère et plus de crise. Donc, c'est très important, cette période-là, pour construire sa confiance en sa personne propre. S'il a confiance à sa personne propre, en fait, il va se sentir exister en tant que personne. Il va faire des choses, il va apprendre à faire des choses pour lui et pas pour les autres. Il va sentir qu'il a l'autorisation, en fait, d'exister en tant que lui-même, d'avoir ses propres opinions et de prendre ses propres décisions. Donc, c'est hyper important, cette période-là. Si on veut éviter qu'il devienne un adulte qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas, qui se laisse marcher sur les pieds, alors cette période-là, elle est hyper importante. Et c'est une période qui est extrêmement compliquée à vivre pour les parents parce que selon le tempérament de l'enfant, l'enfant va s'opposer plus ou moins fort. Il y a des enfants qui s'opposent très fort, qui font des énormes crises, des colères, qui s'opposent et ça déstabilise beaucoup les parents qui eux-mêmes souvent n'ont pas été accueillis dans cette période-là. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte aussi que parfois, on n'y arrive pas parce que nous-mêmes, on n'a pas été accueillis dans cette période-là et que nous-mêmes, on nous a fait comprendre très tôt que c'était pas bien de se mettre en colère, que c'était pas beau et que papa et maman on a enregistré l'information comme quoi papa et maman ne m'aiment pas si je suis en colère. Donc, il y a beaucoup de parents qui ont verrouillé cette colère-là et qui se sentent extrêmement déstabilisés quand leur enfant fait des colères ou des crises ou s'oppose très fortement. Or, c'est une période importante de la construction de l'enfant, donc c'est important
pendant cette période-là, d'accueillir cette colère, hein, de lui dire c'est OK d'être en colère. Alors, je répète cette phrase que je répète souvent, toutes les émotions sont légitimes, tous les comportements ne le sont pas. Donc, ça veut pas, c'est pas parce qu'on accueille la colère qu'on va accepter que l'enfant jette des objets, tape, etc. Non. Par contre, l'émotion est légitime. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est que tu as le droit d'être toi et différent de moi. Tu as le droit de sentir des choses différentes de moi, d'aimer ce que je n'aime pas, par exemple, hein. Tu as le droit d'éprouver de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit d'avoir des besoins et de les exprimer. Tu as le droit d'avoir des désirs et de les exprimer. Et tu as le droit de penser différemment de moi. Donc, c'est important de répéter ça pendant cette période-là, que l'enfant n'intègre pas que s'il se met en colère, c'est mal et que ça fait du mal à papa et maman. D'accord? Troisième confiance, c'est la confiance en ses compétences. Alors, la confiance en ses compétences, elle commence à se bâtir vers 2 ans et demi à peu près. À cet âge-là, 2 ans et demi, 3 ans, ça dépend des enfants. À cet âge-là, l'enfant, qu'est-ce qu'il dit le plus souvent? C'est moi tout seul ou tout seul, hein. C'est vraiment l'âge où l'enfant a besoin de faire tout seul. Donc, c'est l'âge où quand vous lui ouvrez son pot de yaourt, il pète un câble. Quand vous lui pelez sa banane, il pète un câble, alors que la veille, vous a demandé de la peler. Donc, ça, c'est pareil, c'est un peu déstabilisant pour les parents. Ils ne savent plus trop sur quel pied danser. Et à chaque fois que vous faites à la place de l'enfant, alors que lui veut le faire, vous lui envoyez, d'abord ça le frustre énormément, donc il va faire des crises, et vous lui envoyez implicitement le message, tu n'es pas capable de faire tout seul, tu as besoin de moi pour faire. Or, c'est extrêmement important à cette époque, à cette étape de son développement, qu'il développe cette confiance en ses compétences. Donc, il va expérimenter, expérimenter, expérimenter jusqu'à ce qu'il se sente compétent. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut abîmer cette confiance en ses compétences? Il y a certaines erreurs parentales qui peuvent abîmer cette confiance en ses compétences. C'est l'excès de contrôle, par exemple. Quand on veut toujours faire à la place de l'enfant, quand on a du mal à lui faire confiance, hein. Alors, quand un enfant, par exemple, veut monter tout seul à l'échelle du toboggan, c'est important de ne pas l'aider, quitte à être derrière lui, à assurer sa sécurité. Alors, bien sûr, il y a toujours un équilibre à trouver entre je le laisse faire son expérience, mais je garantis quand même sa sécurité, hein. Mais c'est important, en tout cas, de le laisser faire ses expériences. La surprotection, hein, anticiper ses besoins. Donc, il y a des parents qui anticipent constamment les besoins de l'enfant. Un petit qui lève le bras pour aller chercher un livre dans la bibliothèque, le parent arrive, c'est celui-là que tu veux? Alors, voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent faire que l'enfant n'expérimente pas suffisamment et du coup ne développe pas cette confiance. La victimite, hein, c'est ce que j'appelle la victimite, c'est vraiment un enfant qui tombe et puis on est « Oh, mon pauvre bébé, oh, oh oui, on va mettre un pansement, oh là là, ça doit faire mal ». Donc tout ça, c'est vraiment… bien sûr qu'il faut accueillir un enfant, il a mal, il pleure, mais dans une certaine mesure. Bien sûr, la dévalorisation, hein, un enfant malheureusement croit toujours ce que les adultes disent de lui, hein. Avant 10-11 ans, un enfant est incapable de s'auto-évaluer. Donc, il va s'évaluer, il va évaluer ses qualités et ses forces uniquement parce que les adultes autour de lui disent de lui. Mais il va aussi croire qu'il a les défauts et les faiblesses qu'on dit qu'il a, hein. Donc, si on lui dit « tu es maladroit, tu es agité, tu es lent, tu es timide, tu n'es pas persévérant, tu n'es pas un matheux », des choses qui, à la base, nous paraissent juste une observation, tu es maladroit, tu n'es pas un matheux, ça peut vraiment
en fait, poser une étiquette sur lui, c'est-à-dire, il dit, OK, pourquoi je ferai des efforts en maths puisque je ne suis pas un matheux. Or, il faut se rappeler qu'un enfant est en construction et s'il a des difficultés en maths à 8 ans, par exemple, c'est pas pour ça qu'il n'est pas matheux. C'est peut-être que simplement, il y a une certaine partie de son cerveau qui va se développer un peu plus tard et qui il deviendra matheux par la suite. Donc, attention à ne pas poser des étiquettes comme ça sur l'enfant parce que l'enfant a tendance à les croire et à s'y conformer et à ne pas sortir de cette étiquette-là. Voilà. Alors, comment construire cette confiance, comment développer cette confiance en ses compétences? Évidemment, hein, c'est de lui répéter souvent. Tu as le droit à l'erreur, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, c'est vraiment souvent. La confiance, la quatrième confiance, c'est la confiance relationnelle. Donc, c'est entre 4 et 6 ans. Et ça, c'est la période du nous. Hein. Donc, jusqu'à cet âge-là, alors parfois ça arrive avant, hein, mais surtout les enfants qui sont en collectivité, ça peut arriver avant. Mais globalement, on voit les enfants jouer les uns à côté des autres, mais pas forcément ensemble. Hein. Et à partir d'un certain âge, ils commencent à avoir des réelles interactions dans le jeu. Et donc, l'enfant, là, il va commencer à développer sa position parmi les autres. Et la question qu'il cherche, pour laquelle il cherche une réponse, c'est suis-je accepté parmi mes pairs? Hein. Les pairs, les copains, les copines, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, c'est extrêmement important à cet âge-là. L'enfant, il modélise beaucoup ce que ses parents lui montrent en termes de confiance relationnelle ou ce que même les autres adultes lui montrent. Hein. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, si on a une bonne confiance relationnelle, si on sait aller vers les autres, si on est à l'aise avec les autres, si on invite beaucoup d'amis et qu'on est sociable, et l'enfant, il va modéliser, il va apprendre ça, d'accord? A contrario, si on a des carences relationnelles, ou même si vous-même, vous vous souvenez, par exemple, que vos parents avaient des carences relationnelles, ils vous ont appris implicitement qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, qu'on n'est pas intéressant, hein, et donc on a des croyances de type « il ne faut pas se faire remarquer »,« il ne faut pas déranger »,« on n'est jamais mieux servi que par soi-même », je ne peux pas compter sur les autres, je ne peux compter que sur moi. D'accord? Donc, on peut aussi apprendre des choses, des croyances comme ça, juste par modélisation, en voyant comment nos parents agissent avec les autres. Donc, c'est comme ça aussi qu'on apprend aussi à développer la confiance relationnelle des enfants. C'est là, justement, où on va leur apprendre à ne pas avoir cette fameuse timidité tout en acceptant que l'enfant ait besoin de temps pour observer avant d'aller vers l'autre, et c'est normal, et c'est même sain. Et puis apprendre à prendre la parole, à aller au tableau pour dire quelque chose sans être complètement paniqué, à ne pas être complètement détruit quand un copain ou une copine lui dit quelque chose de pas sympa. Hein. Donc c'est ça en fait la confiance relationnelle qui est importante. Mais les parents ne sont pas seuls à construire cette confiance, hein, puisque c'est vraiment le regard des pairs qui est important. Donc, elle se construit aussi via la fratrie. Hein. Elle se construit aussi avec les pairs, les copains, les copines, les cousins, les cousines, etc. Et puis avec les enseignants. Hein. Les enseignants à l'école aussi jouent un rôle extrêmement important dans la confiance relationnelle. Voilà, donc pour développer cette confiance relationnelle, c'est aussi extrêmement important d'accueillir les émotions de l'enfant qui arrive parce que un copain lui a dit que ses chaussures étaient moches ou une copine a dit non, je ne veux pas que tu joues avec nous. Voilà, donc accueillir sans donner de conseils, sans minimiser ce qui se passe pour lui, sans dire non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'as qu'à aller jouer avec quelqu'un d'autre. Non, en fait, ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment quelque chose qui est fort pour lui. Donc, c'est important de ne pas minimiser, de ne pas dire c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va passer, de dire je vois que c'est vraiment, ça te rend vraiment triste. Ou alors,
Tu as l'air vraiment en colère de cette situation-là. Et en fait, essayer que l'enfant arrive à dénouer lui-même ses émotions, à les traverser, à les exprimer et essayer autant que possible de ne pas lui donner des conseils, parce que c'est à lui aussi de faire ses expériences et de trouver ses propres solutions parce qu'il en est tout à fait capable. Et c'est aussi une façon de lui dire, de lui envoyer le message qu'il est capable de se débrouiller avec les autres. Et vous pouvez évidemment lui apporter des ressources, hein, pour qu'il apprenne à mieux avoir des interactions plus positives avec les autres. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que je ferai un jour une conférence en ligne sur un petit peu plus développée sur cette confiance. En tout cas, voilà, ça retenez simplement qu'il n'y a pas de confiance en soi en tant que tel, mais qu'il y a 4 confiances, qu'on peut les développer tout au long de la vie. Nous-mêmes adultes, on peut encore développer nos confiances et heureusement, que l'enfant est en construction et qu'il ne faut pas s'arrêter à quelque chose qu'il est ou qu'il fait à maintenant, mais qu'il est vraiment en construction et c'est aussi important de lui répéter. Tu es en construction, tu apprends et j'ai confiance dans le fait que tu vas apprendre à faire ça et je suis là pour t'y aider. Donc ça, c'est vraiment important de répéter ça à l'enfant pour pas qu'il s'enferme dans ses difficultés et qu'il croit qu'il n'y a pas d'issue. Je vais animer en fait des conférences en ligne, une conférence en ligne par mois jusqu'au mois de juin. Alors, il y a un agenda qui se trouve sur mon site www.parents-apaiser.com. Vous pouvez aller voir les différents thèmes que je vais développer dans mes conférences en ligne. La première, c'est demain soir, jeudi à 20h30, où je vais parler justement des crises, des oppositions, des pleurs, des colères, de tout ce que moi j'appelle les comportements débordants, hein. Comment les comprendre d'abord, les décoder, ces comportements difficiles, pour pouvoir les gérer ou en tout cas apporter une solution adaptée à l'enfant et à soi. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous ai laissé le lien dans la description de ce live à vous y inscrire. Je demande une participation de 10 € à chaque personne qui s'inscrit et je serai là en live et en direct et je répondrai à vos questions. Donc, venez nombreux, ça sera vraiment intéressant. Et bien sûr, il y a un replay après que vous pourrez revoir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère vous voir demain soir à ma conférence ou sinon mercredi prochain. Au revoir.